Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Floriane, Sasa et Meg. Alors aujourd'hui des sujets très variés comme d'habitude. De mon côté, je vais vous parler de sujets alimentaires pas du tout appétissants, malheureusement. C'est plutôt le sujet des huiles contaminées dont on parle quasiment au quotidien à Taïwan en ce moment. Moi, je vais aussi vous parler de quelqu'un qui a ingéré quelque chose qui n'est pas très appétissant non plus. Je vois de quoi tu veux parler. Et de mon côté, je vais vous parler... quelque chose de plus appétissant ? Alors, plus ou moins. C'est-à-dire, je vais vous parler des investissements plus ou moins verts. Ça n'a rien à voir, mais... Plus ou moins vert. Vous allez voir ça. C'est pas des légumes. Non. C'est pas sûr. C'est de la peinture verte ? Un petit peu. Alors, par quoi commence-t-on ? Peut-être par le scandale alimentaire, parce que c'est de ça que tout le monde parle à Taïwan. Oui, alors le scandale alimentaire est appelé par les Taïwanais le scandale lié au groupe CUOC. CUOC, c'est Central Union Oil. Et on a découvert, malheureusement, en fait, d'un niveau de benzopyrène. Il s'agit d'un cancérogène avéré, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les huiles qui dépasse la limite réglementaire à Taïwan. En fait, BAP appartient à la famille des HAP, c'est-à-dire hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et la détection de 8,1 microgrammes par kilogramme dans des huiles de CUOC dépasse largement le niveau réglementaire de 2 microgrammes par kilogramme. En fait, pour comprendre cette histoire qui semble un peu plus complexe pour tout le monde, en fait, il y a 3 niveaux de personnes d'entreprises qui sont concernées. Donc, tout d'abord, il y a le groupe CUOC qui a vendu ses huiles au Tyson, Fosso et Formosa. Ces 3 entreprises qui sont les principaux acheteurs de CUOC et on peut les appeler TFF pour simplifier, les groupes TFF. Et le deuxième niveau, c'est des usines agroalimentaires et des marques qui ont acheté auprès de ces groupes TFF. Et le troisième niveau, c'est tout à la fin, en fait. Donc, des restaurants, des magasins ou des services de restauration dans la rue, des services de restauration collectifs, y compris des écoles, en fait. Et ce sont tous ces niveaux de restauration qui sont concernés. Et à ce jour, il y a plus de 1300 entreprises ou marques qui sont concernées par ce scandale. Ce qui est arrivé, c'était vers la mi-mai, lorsque un groupe alimentaire Nanqiao qui a autocontrôlé ses huiles pour découvrir qu'il y a un niveau excessif de BAP. Et ce que le groupe a fait, au lieu d'informer les autorités sanitaires, c'est qu'il a informé sa société en amont, c'est-à-dire Fushou, donc l'un des groupes TFF, qui n'a pas informé non plus les autorités sanitaires. Ils ont informer leurs fournisseurs en amont encore plus, donc CUOC, et qui ont envoyé encore des huiles pour le texte, ce qui fait que depuis la mi-mai, les différents groupes concernés ont informé les autorités sanitaires uniquement le 30 juin. Alors, entre-temps, tous les lots d'huile produits par ces groupes sont déjà partis dans la grande distribution. Selon les autorités sanitaires, le groupe CUOC aurait produit 30 lots d'huile entre avril et juin. Sur ces 30 lots, il y a 3 lots qui n'ont pas été livrés aux sociétés en aval. Et d'après les textes par la suite, récemment, en fait, ils étaient tous conformes. Et sur ces 30 lots, il y en a 5 qui sont déjà contrôlés dans un premier temps, qui ne sont pas conformes aux règles sanitaires. Et cette semaine, il y en a 2 qui se sont rajoutés. Donc en tout, il y a 7 lots. Et pour tout le reste, qui sont retirés en fait de la vente, on attend encore les résultats des textes. Il y a eu au total des retraits préventifs concernant 440 produits, plus de 6000 tonnes qui ont été déjà retirées de la vente. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, il y a aussi toute une partie des lots concernés ou qu'on sait qu'il y avait déjà des taux excessifs
de BAP qui ont déjà été vendus et qu'il Bien n'était sûr. plus possible de retirer de la vente parce que comme ça s'étale sur plusieurs mois, Mhm. Oui, il y avait peut-être un tiers qui a pu être tout à fait. retiré Mm. et les 2 autres tiers qui étaient déjà vendus, déjà utilisés, consommés ou arrivés chez les particuliers. Donc c'est Oui. trop tard pour une bonne partie en fait de tout ça. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs scandales liés à ce groupe, à ce CUOC. Tout d'abord, CUOC est fondé en 1995. Vous savez par qui? Non. Par 3 entreprises qui ont financé ce groupe CUOC. Devinez qui sont ces 3 entreprises? Formosa Plastique, CPC, non, je sais pas. C'est notre fameux groupe, les groupes TFF, qui achètent les huiles auprès du CUOC. Donc c'est toute une chaîne en fait qui ont ce genre de D'accord. problème. Et en plus, comme il ne s'agit pas d'un seul lot, donc les autorités sanitaires estiment qu'il y a des problèmes dans la gestion de la qualité des produits, aussi dans le processus de fabrication et aussi dans le contrôle des produits. Et en plus, ils n'ont pas informé les autorités à temps, ce qui fait qu'ils ont voulu cacher le scandale qui arrivait en fait. En plus de ceci, on disait tout à l'heure, il y avait 30 lots qui sont contaminés, qui sont produits en fait entre avril et juin. Finalement, jusqu'à mercredi dernier, je crois, les autorités ont annoncé 29 lots parce que l'entreprise a voulu cacher un autre lot qui a produit le 1er avril aux autorités. Donc déjà, tout ceci, c'est regrettable en fait. Cette semaine, la vice-ministre de la Santé, Lin Jingyi, a indiqué que les sojas proviennent, j'ai pas dit qu'il s'agissait des huiles de soja, les sojas proviennent du Brésil et qui contiennent une forte humidité, ce qui fait qu'il faut des températures plus hautes lors de la production, ce qui risque d'augmenter la concentration de BAP en fait. Et ce phénomène aurait dû être contrôlé lors des inspections, des examens des produits, lors du processus de fabrication, puisque d'autres entreprises qui ont utilisé les mêmes lots de soja importés n'ont pas rencontré ce problème. Parce que les autorités sanitaires ont commencé également à vérifier, à contrôler les autres huiles produites par d'autres groupes issus de même importation en fait. Voilà. Donc, il y a eu pour ce scandale des sanctions la plus lourde de l'histoire. Le parquet avait en fait inspecté, perquisitionné différentes usines et différentes entreprises, puisqu'il s'agit de toute une chaîne qui sont tous ensemble, n'est-ce pas? Et du coup, il y a eu déjà des amendes qui s'élèvent à plus de 4,6 millions d'euros. Et pour ne pas avoir justement dévoilé à temps les produits incriminés, contaminés et avoir voulu cacher aussi des informations véridiques. Et du coup, ça, c'est les sanctions les plus lourdes pour des scandales alimentaires. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me laisse perplexe quand même parce que malgré le retard, l'entreprise a pris l'initiative d'informer les autorités. Et si face à ce genre de sanctions, est-ce que d'autres groupes incriminés peuvent hésiter à déclarer et continuer en fait tant que c'est pas contrôlé. En fait, je pense qu'à un moment ou un autre, il y a des contrôles quand même, donc je sais pas. Ça va se voir. Parce que là, c'était des groupes qui ont déclaré par eux-mêmes. Et là, le parquet, par peur que les groupes tombent en faillite, ont requis l'expropriation temporaire des terrains de ces 4 groupes. Je pense que les sanctions étant tellement lourdes. Et la suite va arriver, je pense, parce que tous les lots ne sont pas encore contrôlés. Il risque d'avoir d'autres produits qui doivent être retirés de la vente ou de manière préventive ou de manière postérieure. C'est compliqué aussi parce que, comme tu disais, il n'y a pas que l'huile. L'huile est utilisée pour faire des gâteaux, pour faire plein de trucs aussi, quoi. Donc, aussi, il y en a dans énormément de produits alimentaires. Surtout pour les écoles aussi, en fait. Ouais. J'avais aussi une question par rapport à la fabrication de cette huile. Donc, le soja, il est brésilien. Est-ce que c'est le soja tel quel qui est importé ou est-ce que c'est une entreprise taïwanaise qui
le transforme en huile à Taïwan ou bien au Brésil ou ailleurs. Je pense que c'est le soja qui est importé et c'est une transformation faite à Taïwan, en fait. C'est pas de l'huile qui a été importée, c'est le soja, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est un scandale qui touche beaucoup de Taïwanais. En tout cas, apparemment, heureusement, il faut une consommation de manière répétitive et sur de longues périodes pour que ça porte une influence sur le corps humain, pour l'instant. Il faut voir depuis quand est-ce qu'il y a des huiles contaminées par cette entreprise. On ne sait pas. C'est vrai. Sait pas. On ne vérifie pour l'instant. On remonte pour l'instant au mois d'avril. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour ces explications. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe et c'est difficile de savoir quand on est dans un magasin, par exemple, quelles huiles peuvent être concernées ou pas. Oui. Mais c'est... En tout cas, les magasins, tant qu'ils trouvent une trace de vente, on peut se faire rembourser. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Mais bon. Ouais. Alors, on va passer au sujet suivant qui parle aussi d'ingestion de produits déconseillés pour la santé. Déconseillés. Tout court. Et là, les punitions sont plus graves puisque, en fait, c'est un Français d'une 50aine d'années qui a été interpellé la semaine dernière pour avoir tenté d'introduire clandestinement de l'héroïne à Taïwan en avalant 101 capsules contenant cette drogue. Wow. Capsules. Des sortes de gélules ou de petits contenants qui sont un peu plus grands qu'une pile AAA, donc les piles de batterie. C'est énorme. Moi, je pensais que c'était, tu vois, des petites pilules comme. C'est plus gros qu'un médicament. Comme médicament, quoi. Mais, Ouais, C'est plus gros qu'un médicament. Ça a la taille d'une. Il a avalé ça. Il en a avalé 101. Non. Il a survécu. Il a survécu, et donc chaque petite gélule était emballée dans plusieurs couches de plastique et de film thermorétractables pour que ce soit bien protégé, parce que si jamais ça se casse à l'intérieur de son ventre, pour le coup, il y a un risque de choc et ça peut être mortel même. Bah oui. Donc là, ça n'a pas eu lieu. Par contre, il s'est fait attraper à l'aéroport. À cause d'un chien ou... Alors non, en fait, les enquêteurs avaient reçu des renseignements selon lesquels il y a un réseau de trafic de drogue qui prévoyait d'utiliser un passeur humain ou une mule humaine, on l'appelle aussi comme ça, pour acheminer des stupéfiants à Taïwan. Donc c'est tout un réseau d'enquêtes qui était en cours déjà. Et donc c'est les forces de l'ordre de Kaohsiung qui ont identifié le passeur comme étant un Français d'une 50aine d'années qui proviendrait de Thaïlande, et donc ils se sont rendus à l'aéroport de Taoyuan, dans le nord de Taïwan, donc pour l'intercepter le 7 juillet. Ils n'ont pas fourni plus de détails sur quelles informations étaient reçues ou comment est-ce qu'ils ont pu l'identifier, mais en tout cas, quand il est arrivé à Taïwan, il a eu droit à un examen au rayon X, qui ont montré qu'il y avait de nombreux corps étrangers de forme ovale à l'intérieur de son tube digestif. Et donc, la police l'a escorté jusqu'à un hôpital où il a passé 5 jours à expulser les 101 capsules d'héroïne surveillées. donc voilà, ça représente 1,4 kg d'héroïne, avec en plus tous les emballages et tout. C'est énorme, en fait, comme quantité. Oui, du coup, Taïwan, c'était sa destination ou il était en transit? Je pense que c'était sa destination. D'accord. Ouais, y a aucune indication que c'était juste un transit. Mais voilà, il a amené 1,4 kg de héroïne à Taïwan pour une valeur estimée sur le marché noir de plus de 20 millions de dollars taïwanais, soit un peu plus que 550 000 euros. Ça fait quand même beaucoup. Et alors pour dire comment ça se fait que ce Français s'est retrouvé là-dedans, en fait, c'est pas sa première fois à Taïwan. Il est entré à Taïwan 4 ou 5 fois depuis 2025, à chaque fois en provenance de pays d'Asie du Sud-Est. Donc, on soupçonne lourdement que c'est pas sa première fois, même si pour ça, il n'y a pas de preuves. Donc, il est incriminé pour l'instant juste pour ce dossier-là. Mais il a déclaré en tout cas avoir accepté de transporter de la drogue parce qu'il avait besoin d'argent pour se soigner, et qu'on lui avait promis environ 3 000 $ américains pour cette mission.
Wow. d'après la police. C'est rien par rapport au prix de la drogue, en fait. Ouais, Mais bon, après, on ne sait pas quelle est la réalité. Et au risque qu'il prend, oui, tout à fait. Donc, on avait dit tout à l'heure, pour sa santé, si jamais ça pète, il y a un risque mortel. Et si jamais il est pris, en fait, il y a aussi un risque mortel, puisque à Taïwan, il y a soit prison à perpétuité, soit peine de mort pour le trafic de stupéfiants de catégorie 1, tel que l'héroïne. Donc, même si dans les faits, la peine de mort n'est plus appliquée depuis longtemps pour des affaires de drogue, ça reste légalement une possibilité. Donc, il risque gros quand même. Pour remettre un petit peu cette affaire en contexte, en fait, c'est pas du tout un cas isolé. Si on reste juste dans le domaine de la ville de Kaohsiung et les enquêtes trouvées entre janvier et juin 2025, il y a eu 35 affaires de trafic de drogue détectées, contre 5 affaires à la même période l'année précédente, donc c'est quelque chose qui est vraiment en augmentation. Et en fait, ce sont des réseaux transnationaux qui s'approvisionnent majoritairement en héroïne dans ce qui s'appelle le Triangle d'Or en Thaïlande, et ciblent des ressortissants étrangers en difficulté économique en leur proposant des sommes assez importantes pour transporter de la drogue sous couvert d'un visa touristique. Donc c'est une mécanique assez proche que ce que cette personne raconte, en tout cas. Mais une personne de nationalité française n'a même pas besoin de visa touristique, en fait, pour venir à Taïwan. C'est ça, oui. Il peut y avoir un visa touristique ou un motif touristique pour voyager dans d'autres pays. Après, c'est pas que Taïwan qui est impliqué non plus dans ce cas-là. Mais à Taïwan, il y a eu plusieurs autres affaires de ce style aussi. Et un peu similaire, mais pas tout à fait, aussi en 2024, il y avait plusieurs Thaïlandaises qui ont été piégées à travers des affaires de sites de rencontres amoureuses frauduleuses, en fait, avec des hommes qui se prétendaient comme Nigérians, qui les ont convaincus de transporter de la drogue contre une rémunération de seulement 3 à 15 000 euros. Et donc, c'est une arnaque sentimentale accrochées à du trafic de drogue. Et il y a donc 7 femmes qui ont été piégées et attrapées à Taïwan de cette manière-là il y a 2 ans. Donc voilà, juste pour cet homme-là, en tout cas, à la fin de cet interrogatoire, il a été placé en détention pour violation de la loi taïwanaise sur la prévention des risques liés aux stupéfiants. Donc il risque très gros. Il faudra encore finir une enquête, j'imagine, avant qu'il soit déclaré coupable. Pour l'instant, il est présumé innocent. Mais bon, il a été pris sur le fait, donc c'est assez peu probable qu'il soit complètement innocenté. Et l'année dernière, il y avait un Français, en fait, aussi, un jeune mannequin qui venait de la Thaïlande aussi, mais il était en transit à Taïwan, qui a été arrêté pour marijuana, je crois. Oui, il y a plusieurs fois, c'est ça, des Européens qui sont ciblés parce pour que voyager. C'est facile pour les Européens de voyager en Asie, en général, en fait. Et ils arrivent apparemment assez facilement aussi à trouver des personnes en difficulté économique pour leur dire, bon, bah, tu fais ça, c'est de l'argent rapide, c'est sûr qu'un voyage, et ça peut payer gros, mais il risque très très gros aussi. Après, on peut dire aussi qu'il y a une coopération entre Taïwan et le Vietnam qui se développe au niveau de lutte contre la drogue, avec en novembre 2019 190 kg d'héroïne qui ont été attrapés dans le cadre de cette coopération. Donc là, c'était vraiment un record, c'est une quantité énorme. Entre mai et juillet 2024, il y a eu 6 vagues d'arrestations entre Taoyuan et Kaohsiung pour environ 5 kg d'héroïne, avec à chaque fois des mules. Donc des personnes qui prenaient la plupart de la drogue dans leur corps, parfois aussi dans leur bagage, mais beaucoup moins. Et puis aussi en décembre l'année dernière, il y a un bateau de pêche qui a été intercepté au large de Xiaoliuqiu, où là c'était un record absolu de saisie d'héroïne à Taïwan, puisqu'ils avaient 281 kg, plus 350 kg de kétamine. Donc c'est des quantités astronomiques, avec une filière qui remonte à la Birmanie à travers le Laos et la Thaïlande. Donc là, c'était le gros poisson qui a été attrapé. Et puis il y a aussi une coopération qui se développe entre Taïwan et les États-Unis. Et en mai de cette année, il y a eu 23 kg d'héroïne cumulée qui ont été attrapés, donc à travers une assez grande opération conjointe entre Homeland Security et les gardes-côtes taïwanais.
Donc voilà, c'est une lutte contre la drogue qui se développe et il y a aussi de plus en plus d'affaires. Je ne sais pas si c'est qu'elles sont mieux trouvées ou bien s'il y en a de plus en plus aussi. Et puis on peut dire aussi que ces derniers mois, il y a une dynamique de durcissement législatif assez active avec plusieurs propositions de loi, notamment sur la conduite sous stupéfiants et les nouvelles drogues de synthèse, comme tu disais. Donc on en a parlé dans d'autres émissions, mais là c'est encore en plein processus parlementaire, donc c'est pas promulgué, mais c'est un sujet qui est actif en ce moment. Voilà. Alors, on va carrément changer de sujet. Hein. Mais ça reste triste aussi. Plus ou moins, justement. Il y a des hauts et des bas. Parce qu'on connaissait 50 nuances de gris. Alors aujourd'hui, je vous parle plutôt de plusieurs nuances de vert dans les investissements à Taïwan. Ça n'a rien à voir avec 50 nuances de gris. Mais... Parce qu'en fait, il peut y avoir des investissements vert clair, vert foncé, voire vert fluo. Enfin, je plaisante, bien sûr. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le 10 juillet, le même jour, je suis tombée sur 2 articles au contenu qui m'a semblé vraiment contradictoire. Ça m'a un peu mis dans une situation de dissonance cognitive. Alors pour me soigner, j'ai décidé de creuser le sujet, ou du moins de vous parler de ces articles, parce qu'au final, je pense que la situation n'est probablement pas toute verte claire ou vert foncé, mais quelque part dans les nuances entre les deux. Alors, tout commence avec un article de notre site internet sur RTI qui s'intitule « Les investissements verts dépassent les 5 000 milliards de dollars taïwanais à Taïwan, soit près de 15 milliards d'euros ». Et on y apprend que la Commission de supervision financière a annoncé que les financements et investissements verts avaient atteint pour la première fois ce chiffre au mois de mai. Donc cette valeur représente déjà 88% de l'objectif d'investissement vert fixé par Taïwan à l'horizon 2030. Waouh. Et on y apprend Qu'est-ce qu'on est actif ? Ah oui. Qu'est-ce qui est qualifié comme investissement vert ? Oui, c'est ça la question. Mais bon, pour revenir à l'article, on y apprend aussi que dans le cadre de la politique pour atteindre la neutralité carbone nette en 2050, le gouvernement a assoupli le coefficient de risque des investissements des compagnies d'assurance dans les domaines tels que les infrastructures nationales, les industries stratégiques et les entreprises durables, en le rabaissant de 37 à 30%, voire à 17% pour les investissements verts dans les 5 secteurs industriels stratégiques. Alors justement, quels sont les secteurs dits stratégiques ? Eh bien, ce sont les semi-conducteurs, l'IA, les télécommunications de nouvelle génération, notamment la 6G, la défense et la cybersécurité. Et ça, c'est des investissements verts. Voilà, on a eu un peu la même réaction. Déjà, vu les secteurs, ça m'a laissé un peu dubitative. J'aurais plutôt pensé à des investissements dans l'agroécologie, l'isolation thermique des logements. Enfin, voilà, ça m'aurait semblé un peu plus prioritaire. Mais en tout cas, ces 5 secteurs stratégiques définis par le gouvernement, c'est vrai qu'ils sont à la base des secteurs énergivores, émetteurs de gaz à effet de serre, polluants et qui sont basés sur l'extraction de matières premières qui détruit la biodiversité. Donc peut-être que dans ce cadre-là, certaines entreprises font des efforts, mais quand même, ça reste des secteurs pas très verts. Et donc, c'est vrai qu'on aimerait bien connaître le détail de ces investissements, du coup. Et s'ils ont été examinés, je pense pas d'ailleurs, je peux répondre a priori, au regard des dégâts globaux de ces entreprises sur les écosystèmes. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce n'est même pas ça. C'est de tomber au même moment sur un article d'EcoBusiness, une plateforme de veille économique dans la région Asie-Pacifique. Et donc cet article disait que selon des ONG, les fonds publics taïwanais et l'épargne postale auraient investi près de 2 milliards de dollars américains dans les énergies fossiles, ce qui soulève évidemment des questions quant à la cohérence des finances publiques avec les ambitions de neutralité carbone de Taïwan. Et cette information est tirée d'un rapport de la branche taïwanaise de l'ONG Environmental Justice Foundation et d'une ONG allemande, Urgewald. Alors certes, on peut dire oui, 2 milliards de dollars, c'est pas grand-chose comparé aux 15 milliards d'euros d'investissement vert dont se targue la Commission de supervision financière. Mais quand même, sur le principe, ça signifie que l'État continue d'investir des fonds, et notamment l'assurance chômage et les fonds de pension,
dans des entreprises d'énergie fossile, par exemple une raffinerie de l'entreprise pétrolière CPC, dans l'entreprise de ciment Yanni, dans l'entreprise Formosa Plastique, etc. Alors, ce sont parmi les plus grandes entreprises taïwanaises, puisqu'il n'y a pas que TSMC à Taïwan. Et donc, c'est en contradiction flagrante avec l'objectif de neutralité carbone que le gouvernement s'est quand même lui-même fixé. Selon ces ONG, en plus, ces chiffres ne représenteraient que la partie immergée de l'iceberg, parce que la Banque postale, notamment, n'a pas divulgué l'intégralité de ses portefeuilles d'investissement. Et en plus, ces ONG ont comparé l'ampleur de ces investissements étatiques dans les énergies fossiles, donc 2 milliards de dollars américains, au budget du ministère taïwanais de l'Environnement, qui est, tenez-vous bien, de 250 millions, pas milliards, millions de dollars américains. Ce qui signifie que les investissements cumulés dans les énergies fossiles représenteraient au moins près de 7 fois le budget annuel du ministère de l'Environnement. Donc on nage en pleine contradiction. Et en plus, c'est pas une information qu'on entend beaucoup parler, en fait. Non. Investissements dans l'énergie fossile. Tout à fait. C'est dommage parce que quand même, l'association EJF, Environmental Justice Foundation, ils sont assez connus à Taïwan, mais c'est pas forcément repris par les agences de presse ou des choses comme ça. Donc après, ça a du mal à être entendu, quoi. Et finalement, ça me rassure, entre guillemets, je ne suis pas la seule à être en pleine dissonance cognitive. Je crois que le gouvernement taïwanais l'est aussi, vu que c'est un peu contradictoire, toutes ces choses. Mais il y a un point qui est encore peut-être plus inquiétant, c'est que les ONG ont averti que ces placements pourraient exposer les actifs d'épargne et de retraite taïwanais à des risques d'actifs échoués dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Alors, un actif échoué, Kesako, c'est un investissement ou un bien qui perd de sa valeur économique de manière soudaine ou prématurée à cause de certains changements, par exemple changement de politique envers la transition écologique, des dégâts causés par le changement climatique ou encore une innovation qui rend une ancienne technologie obsolète. Donc, je donne un exemple. Un bien immobilier mal isolé en France, sa valeur a beaucoup baissé avec la loi qui oblige les propriétaires à isoler les logements pour pouvoir les louer. Et c'est pareil avec les investissements dans les énergies fossiles. Ils pourraient perdre leur valeur de manière inattendue à cause de nouvelles lois sur le climat ou la baisse du prix des énergies renouvelables ou le changement de comportement des consommateurs. Et donc, face à cette situation, les ONG ont exhorté le gouvernement taïwanais à améliorer la transparence et à établir un calendrier aussi de désinvestissement des énergies fossiles et polluantes. Et elles ont rappelé que les investisseurs institutionnels, donc d'État, disposaient d'un pouvoir de négociation considérable et avaient la responsabilité de réorienter leurs capitaux vers des secteurs dont l'impact environnemental est plus positif. Ça semble tellement évident qu'on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Ouais, mais justement, la transparence, ça ne va pas de soi. Et d'ailleurs, en novembre dernier, quand j'avais fait une reportage sur la marche pour le climat à Taipei, j'avais justement interviewé une militante de Environmental Justice Foundation qui m'avait déjà parlé de ce problème de manque de transparence, de comment les fonds d'épargne taïwanais étaient investis par l'État et par les banques aussi. Je pense que c'est une revendication légitime. Voilà. Eh ben, merci Sasa pour cette présentation, c'est intéressant. On va mieux veiller nos retraites, surtout. Oui. Et on va faire attention à où on met nos sous. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Floriane, Sasa et Meg. À bientôt. Au revoir. Et vous étiez à l'écoute de Radio Taïwan International.